J'ai un petit quelque chose est une présentation de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Les invités de ce balado partagent leur propre expérience, opinions, recherches ou pratiques et ne parlent en aucun cas au nom de la QST. La QST s'efforce de vous présenter une multitude d'approches, d'opinions et de parcours afin de dresser un portrait global du SGT en vous invitant à faire preuve de sens critique. Bon balado! Allô tout le monde, bienvenue au podcast J'ai un petit quelque chose en collaboration avec l'Association québécoise du syndrome de la Tourette, dont la QST, animée par... David Blouin. C'est la première fois que je te laisse dire ton nom, tu sais. Fait que là, ça fait... Charles, j'ai pas eu un blanc de mémoire. Non, c'est ça. Et Andréane Fortin. Aujourd'hui, notre invité, c'est Roch Terrien, qui est président de Neuroperforma. Exact. Et pour... je m'excuse. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. On est vraiment content et contente de te recevoir aujourd'hui avec nous. Puis je pense que ça suscite beaucoup de curiosité à savoir, mais qu'est-ce que c'est que Neuroperforma? Qui est Roch Terrien? Puis donc voilà, juste avant d'embarquer dans le détail, est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Roch Terrien, président de Neuroperforma. En fait, dans le fond, je suis ingénieur de base. Ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la santé. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis spécifiquement dans le domaine du neurofeedback. Donc, tout ce qui est évaluation du cerveau, entraînement du cerveau. J'ai ma certification en neurofeedback, le titre de mentor pour enseigner et puis aussi encadrer la formation d'autres personnes qui suivent la formation en neurofeedback. Donc, voilà. Fait que ce que je fais, c'est dans le domaine du cerveau. C'est ce que je fais. Cool. Donc, le domaine du cerveau, c'est là où vous vous situez. Mais est-ce qu'on peut se tutoyer, en fait? Oui. OK, génial. Parce que, c'est pas que j'ai de la misère, mais oui, dans le fond. Moi, j'aimerais que moi aussi, ça m'arrive, donc... C'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que, justement, Neuroperforma? En fait, on est des cliniques où on est spécialisé, comme je le disais, au niveau du cerveau. Fait qu'autant l'évaluation, qui est quand même assez intéressant pour plusieurs pathologies, mais aussi l'entraînement. Puis c'est là que je trouve ça le plus intéressant, parce que le cerveau, c'est comme un muscle. On est capable maintenant de l'entraîner. Fait que dans les cliniques, on est spécialisé autant pour aller vraiment mesurer comment que ça se passe au niveau du cerveau, puis après ça, l'entraîner. Fait que c'est ce qu'on fait. Vous entraînez les cerveaux, dans le fond. Oui, le gym du cerveau, c'est ce qu'on fait. Génial. Là, il y a l'implication professionnelle de votre famille, ce que je comprends, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être, je sais pas. Oui, ça a commencé, justement, c'est une histoire un peu de famille. OK, super. C'était pas commencé. Non, c'est ça. Quand j'étais jeune, en fait, là, mon père était prof à l'Université de Sherbrooke. Nice. Puis il y avait un laboratoire de recherche, puis il faisait justement de l'étude sur les impacts à la tête et tout ça. Donc, commotion cérébrale. Commotion cérébrale. Comme dans les sports, puis tout. Oui, comme dans les sports. Il y avait des contrats, entre autres, de Spalding. Exemple, les casques de hockey, là, ils ont toute une certification. Là. Les premiers casques certifiés avaient été développés par mon père, je pense, en 1974. Mais non! Fait que, c'est hot. On a une légende! Yeah. Mon père, c'est une légende. Oui, regarde, on a... Fait que c'est ça. Fait que les jeunes, dans le fond, on allait dans son laboratoire. Fait que c'était vraiment intéressant de ce côté. Fait que tout le côté biomécanique. Puis après ça, mon frère étudiant en neurologie, il est médecin, il est neurologue. Fait que il a à peu près 20-25 ans, c'est lui qui a entendu parler du neurofeedback. OK. Puis, lui, dans le fond, il faisait son fellowship et tout ça. Puis, il en a parlé à ma sœur, qui est aussi étudiante en médecine à l'époque. Puis ma sœur, elle a commencé à travailler en neurofeedback, là, peut-être une vingtaine d'années. OK. Puis là, une vingtaine d'années, c'était très peu connu le neurofeedback. Hein? Fait que c'était un petit monde, il y avait plus de personnes qui travaillaient. Fait que ma sœur, dans le fond, elle a été rapidement mise en contact avec des personnes qui sont maintenant des sommités mondiales dans le domaine du neurofeedback. Fait que ça nous a ouvert des portes vraiment là, pour l'entreprise par la suite, parce que maintenant, on a dans le fond, des accès à des personnes qui sont peut-être moins accessibles aujourd'hui. Fait que ça, c'était le rôle de ma sœur. Puis moi, c'est vraiment... Qui est plus vieille, je crois. Oui, qui est plus vieille aussi, oui. La plus vieille des trois. Moi, je suis le plus jeune. Le plus jeune? On a le genou avec nous. Le bébé relève. Puis moi, je suis vraiment arrivé dans le domaine beaucoup après. Ça fait une dizaine d'années, un peu plus que 10 ans. OK. C'est vraiment... à un moment donné, j'ai eu l'occasion de passer plus de temps avec ma sœur, puis elle m'a montré un petit peu qu'est-ce qu'elle faisait comme neurofeedback, puis comment elle entraînait le cerveau chez les jeunes. C'était beaucoup chez les jeunes qui avaient des troubles d'attention.
Puis là, elle me racontait des histoires à succès, là, que le petit jeune qui avait vraiment de la difficulté, puis que là, finalement, à force d'entraînement, finalement, il a réussi à passer ses cours. Maintenant, ça va super bien, puis ça a transformé pas juste la vie de l'enfant, mais de la famille, puis tout l'entourage. Puis je me suis dit, hey, il faut vraiment que tout le monde connaisse ça. Il faut vraiment propager, dans le fond, la bonne nouvelle, comme on dit. Oui, ça, c'était aux États-Unis que vous aviez vu ça, en fait. Oui, j'ai vu ça aux États-Unis après. Fait que, au départ, j'étais avec ma sœur ici au Québec. Okay. Puis après ça, c'est là qu'on a dit, pour propager la bonne nouvelle, on a créé Neuroperforma. Puis après ça, on a commencé à travailler avec les systèmes. Puis les connaissances que ma sœur a eues avec des sommités mondiales, à ce moment-là, elle a commencé à m'introduire, commencé à voir comment ils fonctionnent, en fond, là, aux États-Unis, comment l'armée américaine fonctionne. Puis on est allé plusieurs fois, dans le fond, sur les bases de l'armée américaine pour nous montrer comment ils fonctionnent pour travailler avec les soldats qui sont pris avec des troubles anxieux, des chocs post-traumatiques, des commotions cérébrales. Oui, clairement. C'est le meilleur endroit, je pense, pour trouver tout ça. Là. C'est fascinant. Fait que c'est comme ça qu'on a appris avec d'autres jeunes, en fond, comment est-ce qu'on travaille au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'on regarde, comment qu'on entraîne, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est moins efficace. Donc, vous avez comme fait un peu des études. Est-ce que vous aviez une formation en particulier comme pour l'apprendre à faire le neurofeedback? Oui, il y a une formation qui se donne. Okay. Une formation de base, dans le fond, en neurofeedback, on apprend vraiment les rudiments et tout ça. Puis après, il y a beaucoup de pratiques. Puis après ça, c'est beaucoup de mentorat avec des sommités qui, on ne réinventera pas la roue, là. Oui. Eux qui ont fait des milliers d'heures sur des cas spécifiques, après ça, ils viennent et disent, regarde, voici comment il faut que tu travailles avec tel cas. Avec exemple, des troubles anxieux, voici qu'est-ce que tu regardes. Fait qu'il y a beaucoup, dans le fond, là, d'informations puis de connaissances qui ont été transmises par d'autres personnes, d'autres experts dans le domaine. Fait que c'est comme ça que... De fil en aiguille, De fil en aiguille, on a développé, dans le fond, les connaissances, dans le fond, les manières de fonctionner que les autres font et qui fonctionnent bien. On l'applique ici aussi. OK. Fait que j'ai pas le mérite d'avoir rien inventé, là. J'ai rien inventé. J'ai simplement appliqué, dans le fond, ce qui propager la bonne nouvelle. Propager la bonne nouvelle, exactement. Mais en parlant d'anxiété, justement, c'est comment ça fait que vous avez commencé à vous intéresser à l'anxiété dans vos... L'anxiété, ça n'a pas été la première branche qu'on a visée parce que, dans le fond, ma sœur, c'est beaucoup les troubles d'attention initialement. Fait qu'en 2012-2013, c'était beaucoup à ce niveau-là. Mais après ça, le fonctionnement, dans le fond, en neurofeedback, c'est le même fonctionnement qu'on travaille pour des troubles d'attention, pour des troubles anxieux, de la dépression majeure ou des troubles du sommeil. Mais c'est juste des régions du cerveau qui vont être différentes. Et dans la clientèle, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui avaient des troubles d'attention. Mais il y en avait beaucoup aussi qui avaient des troubles anxieux. Il y avait aussi qui avaient des troubles d'humeur, des troubles de ça. Fait que graduellement, on a étendu, dans le fond, notre champ de compétences là, pour travailler avec d'autres pathologies. Comme, est-ce que la tourette, c'est venu un peu plus tard? Ou genre, dès le départ, vous aviez déjà des clients qui avaient la tourette? C'était plus tard. Je dirais les premiers clients qui avaient syndrome de la tourette, ça doit faire environ 5 ans. Ah oui, OK. Là, c'est vraiment... assez... pour nous, c'est quand même assez récent. Et c'est un domaine, dans le fond, qui est sûr qui a été moins développé, il y a moins de recherches qui est sur le syndrome de la tourette versus les troubles d'attention ou les troubles anxieux. Mais il y a quand même des études vraiment intéressantes là, qui sont sorties à ce niveau-là sur comment que le neurofeedback peut aider, dans le fond, au niveau du syndrome de la tourette. C'est vraiment intéressant. Puis on a pu aussi constater ça là, en clinique avec une clientèle depuis les 5 dernières années. OK. Mais ça, c'est vraiment génial parce que j'imagine que oui, vous pouvez essayer de traiter pour la tourette, mais la tourette vient tellement avec plusieurs comorbidités, donc c'est des troubles associés. Puis les troubles associés, c'est ça qu'on retrouve justement à votre clinique puis à votre méthode aussi de neurofeedback où on retrouve l'anxiété. Puis on est content de vous avoir à l'épisode d'aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de notre société. Est-ce qu'on peut dire que la majorité des gens, je sais pas s'il y a un pourcentage des gens environ qui ont les de jeunes, l'anxiété. les adultes, personnes âgées, ou peut-être juste, admettons, les hommes versus les femmes, peut-être, je sais pas si vous êtes capable. Au niveau des statistiques, il y a toujours un peu plus de femmes, dans le fond, là, qui vont avoir là, des symptômes soit anxieux, dépressifs, troubles de santé mentale, il y en a un peu plus chez les femmes que chez les hommes.
Et ce qui est étonnant, c'est que... Oui, on sait aussi qu'on a la COVID. Hein. La COVID, ça n'a pas aidé personne. Oh mon Dieu, ça a dû augmenter... Oui, c'est sûr, les cas de dépression puis d'anxiété. J'ai vu des chiffres là-dessus chez les jeunes, là, entre le secondaire 1 et le secondaire 5, il y aurait 50% des filles qui auraient eu des symptômes dépressifs. En dernière année, c'est à leur jeune âge, là. Oui, au secondaire. Fait que c'est fascinant. C'est fascinant. C'est impressionnant, plutôt. Mais c'est Puis chez les hommes, chez les jeunes ados, c'est à peu près la moitié moins. On est à peu près aux alentours de 20%. Mais c'est quand même des chiffres importants. Puis on le voit aussi en clinique qu'avant, on voyait beaucoup une clientèle adulte pour des troubles anxieux. Puis maintenant, on en voit vraiment des plus jeunes aussi. Fait que ça, c'est triste de voir ça. Des plus jeunes comme étant... À partir de 7 ans même, là, des jeunes de 7, 8, 9 ans là, qui font des crises d'angoisse, des crises de panique. C'est triste de voir ça, mais de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a quand même des approches qui peuvent aider aussi de ce côté-là. Mais les jeunes, admettons, qui ont des troubles anxieux, tout ça, est-ce que ça vient de leurs parents ou c'est vraiment... c'est-tu leur environnement? C'est quoi le déclencheur de ça? Il y a souvent aussi l'environnement n'aide pas. Hein? Ouais, si papa, maman est anxieux, peut-être que ça va se refléter. Oui, puis nous, on regarde vraiment le côté neurologique. On regarde le cerveau. Oui, exact. Puis c'est drôle parce que souvent, on va regarder un profil d'un parent. Puis l'enfant, ça arrive souvent qu'il a pas mal le même profil. Fait que c'est pas nécessairement... en fait, est-ce que c'est héréditaire ou c'est vraiment... C'est comme ça fait l'effet miroir? On va voir les deux. Dans certains cas, là... héréditaire, on regarde le profil électrique, là, dans le fond, au niveau du cerveau. Il y en a un qui a un profil X qui est vraiment hyperactif. On va voir un enfant, dans le fond, qui va avoir le même profil. Quand on regarde les images, là, même la forme, tout ça là, va se ressembler. Mais il peut avoir un frère et une sœur, puis que lui, c'est complètement différent aussi. Oui. Mais des fois, on a vraiment des belles similitudes là, de ce côté-là. Fait que oui, il y a certainement un côté hérédité là, qui peut être impliqué à ce niveau-là. Là. Et c'est fascinant parce que justement, tu parles des images du cerveau, puis comment... Moi, je pense que c'est tellement pas mon domaine non plus, mais je ne comprends pas. Comment on peut voir que la partie du cerveau, par exemple, c'est comme « Ah oui, là, il y a un problème d'anxiété, là, ah ouais, là, lui, là, il y a beaucoup d'anxiété. » Comment... En fait, je vais essayer de le simplifier. C'est vraiment pas ça. Ça doit pas être... Ce qu'on fait comme technique, en fait, c'est ce qu'on appelle l'électroencéphalographie quantitative. Un gros long terme, mais en fait, c'est que ça mesure l'électricité du cerveau. Et puis, pour faire ça, on met, je sais pas si vous avez des images, on met un casque sur la tête avec des électrodes. Et puis, en fait, les électrodes, c'est juste des capteurs. Ouais. Moi, j'ai comme eu l'image des Simpsons. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais d'accord, bref. Je vous laisse finir, excusez-moi. Mais en fait, la différence, c'est qu'on n'aimait pas, hein, on n'aimait jamais de choc électrique, magnétique. Les électrodes vont juste capter. Fait que c'est comme des micros qui vont écouter qu'est-ce qui se passe. Fait qu'ils vont capter le message électrique. Le cerveau, c'est comme un ordinateur. Là, il y a plein de courants électriques. Puis si je mets un capteur à la surface, il va capter le message qui arrive là. C'est comme une antenne. OK. Puis là, maintenant, on met 19 capteurs, 19 antennes à la surface du cerveau. Puis ils vont capter le message électrique. Puis à partir de ça, on est capable maintenant de reproduire l'activité du cerveau en 3 dimensions. C'est un peu comme... on est dans une pièce, là, puis on est le cerveau, là. Puis si je mets 19 micros sur les murs et au plafond, à partir du moment que je vais parler, on va être capable de me localiser. Parce que le micro qui est juste à côté de moi, il va prendre le message en premier. Celui qui est plus loin, il va être un petit peu plus loin. C'est un peu comme un téléphone puis un GPS. Là. Dès qu'on se situe entre 3 antennes, on est capable de localiser parce que si je suis plus proche d'une antenne, on va détecter que je suis plus par là. Avec l'électroencéphalographie quantitative, maintenant, avec les 19 électrodes, maintenant, on est capable de mesurer 12 600 endroits dans le cerveau. What? Et les 12 600, on va être capable de lire leur signal pour dire est-ce que cette région-là est hyperactive ou est-ce qu'elle fonctionne au ralenti. Puis on compare ça avec... Il y a de l'écolalie, fait qu'il révélait. Je m'excuse, ça, je ne pouvais pas. Sorry. C'est vraiment full chill. Ça va être pire à cause de toi. Je m'excuse. On dirait que j'étais pas capable de... Là, genre, tu sais, depuis le début, je t'écoute, puis comme moi, ça me va. Genre... Mais là, ça m'a fait rire que tu dises électro. OK. Je m'excuse, OK. Très drôle. Une chance qu'on t'avait averti. Oui, c'est ça.
OK, on était rendu où? Fait que c'est ça, fait on lit dans le fond les 12 000 endroits, on les compare avec une base normative. Fait qu'on compare avec un cerveau, exemple, d'une personne de 12 ans, ça n'a pas la même électricité qu'une personne, exemple, de 50 ans. Fait qu'on compare avec la norme, puis à partir de là, on est capable de dire, bon, ben telle région du cerveau est hyperactive ou telle région du cerveau fonctionne au ralenti par rapport à la norme. Puis maintenant, avec les études, on est capable de dire, bon, bien, quand telle région est hyperactive, voici les problématiques qui peuvent survenir. Ou quand telle région fonctionne au ralenti, voici les problématiques qui peuvent survenir. Fait qu'il y a énormément, dans le fond, de littérature, puis d'essais cliniques, puis dans le fond, d'études scientifiques sur les régions du cerveau et leur rôle. Puis quand on voit qu'on a des déviations par rapport à la norme ou soit de l'hyperactivité ou de la sous-activité, ben on est capable d'associer ça avec des problématiques probantes. Là. OK. Puis ça, on le voit sur une image. Là. Ouais. Wow! C'est vraiment, pour vrai, c'est fascinant de voir ça. Là. Puis maintenant, les images, c'est en 3 dimensions. Puis fait que tu peux bouger le cerveau, là. oui, vraiment un peu comme on voit dans les films. On est capable de voir tout ça. Puis maintenant, ben on sait que le cerveau, c'est plus juste des régions qui travaillent individuellement. Il faut qu'ils communiquent ensemble. Fait que maintenant, les appareils, on est aussi capable de voir la communication entre les régions du cerveau. Ben ouais, Puis on est capable aussi de voir, bon, ben maintenant, des problèmes de communication entre telle et telle région, voici ce que ça peut amener comme problématique, et ainsi de suite. Fait qu'il y a énormément de recherches qui se fait dans ce domaine-là. Puis c'est fascinant de voir autant comment on est capable d'analyser, mais ce qui est encore plus fascinant, selon moi, c'est comment on est capable de le modifier après. Mais c'est ça, j'allais dire. Là, je m'excuse. Est-ce que tu allais dire... Non. OK. Mais parce que je me disais, dans le fond, là, quelqu'un qui arrive, OK, mettons, je fais énormément d'anxiété. Un profil d'une personne qui... puis cette personne-là, elle arrive, cette personne-là... Tu sais, quand on dit ça, c'est comme... Moi, je connais un ami qui, dans le fond, lui, fait de l'anxiété. Mais cette personne, quand même, fictive, arrive à votre clinique. Et là... Elle fait tout, elle se met les 19 électrodes de sa tête. Puis, comment ça se passe? Parce que là, vous lui dites, on voit ça dans votre cerveau, blablabla, voici ce qui pourrait arriver ici, nanana. Et après vient, j'imagine, un traitement. Oui, ben on n'utilise plus le terme entraînement, là. Ah oui, mais, OK, parfait. Aux États-Unis, on va utiliser le terme traitement là, pour le neurofeedback. Nous, on garde un petit gêne, on va parler d'entraînement. Mais en fait, c'est plus ça, là, parce que, tu sais, faut que tu fasses... Faut que tu fasses un certain travail pour le modifier. On va sûrement en venir plus tard, mais je veux dire, c'est pas garanti. Ça. Non, en fait, c'est de l'entraînement. Hein? C'est de l'entraînement. Si la personne ne le fait pas, je suppose que... En fait, le principe de base en neurofeedback, là, pour amener des changements ou s'entraîner, là, le principe de base, il est bien, bien simple. Je vais prendre l'exemple, dans le fond, là, de personnes anxieuses. De notre ami c'est ça. Fait que le processus typique, c'est que quand la personne vient en clinique, elle va rencontrer un professionnel chez nous. Donc, que ce soit un psychologue, un neuropsychologue, il va avoir une entrevue. Puis dans l'entrevue, c'est important de comprendre c'est quoi les problématiques, c'est quoi les enjeux, pourquoi qu'on est là. C'est comme un gym. On veut savoir c'est quoi l'objectif. Fait que la personne, elle va sûrement dire, moi, je viens pour de l'anxiété ou de la misère à dormir ou peu importe. Après ça, on va faire l'électroencéphalogramme. Puis souvent, chez les personnes anxieuses, on va remarquer 2 choses. Les gens vont dire, je suis anxieux, j'ai un hamster qui roule. Quand l'image va ressortir, souvent chez ces personnes-là, on va avoir... Un hamster. En fait, puis comment ça va se traduire, dans le fond, à l'électroencéphalogramme, c'est que le cerveau... Là, je vais essayer de garder plus ça. C'est quand même assez simple. Là. Il émet plusieurs bandes de fréquences. Hein. Des fréquences qui sont très lentes, qu'on a besoin, exemple, pour dormir puis pour se calmer. Puis il va émettre des fréquences qui sont très rapides, qui vont, nous permettre d'être allumés cognitivement, mais si on en a trop, des fréquences trop rapides, là, ça, c'est un hamster qui roule. Fait qu'on va regarder ces 2 choses-là. Donc, est-ce qu'on a un hamster qui roule, donc ce qu'on appelle un excès de fréquence très rapide, là, fait que ça roule là-dedans, il y a beaucoup trop d'énergie. Puis de l'autre côté, on va regarder les fréquences qui sont plus lentes, qui vont nous permettre de se calmer. Et on va regarder ce profil-là. Puis souvent, ça va être un ou l'autre, ou des fois, on a le jackpot, puis on a les 2. Là. Ah oui? Fait que, mais est-ce que c'est bien d'en avoir Mettons, s'il y a des fréquences plus lentes, ça veut dire que l'anxiété est plus élevée. Est-ce que c'est ça ou... c'est un équilibre entre les 2. OK. Il faut qu'il y ait vraiment un équilibre. Il faut que, j'ai de l'énergie rapide pour être alerte cognitivement. Mais si j'en ai beaucoup trop ou des fréquences encore plus rapides, là, ça va amener du stress ou voire même de l'anxiété. OK. Puis, des fois, ça peut être compensé par, OK, je suis un peu hyperactif, mais j'ai aussi plus de fréquences lentes qui vont me permettre de me calmer, fait que ça va compenser. Mais chez les personnes qui ont des profils anxieux, il va y avoir un débalancement là-dedans.
Donc, soit j'ai beaucoup trop de fréquences rapides, puis que là, j'ai mon hamster, puis j'ai de l'anxiété, puis mes crises de panique peuvent être déclenchées facilement. Ou, dans le fond, mes fréquences lentes qui vont me permettre de se calmer et que je vais en manquer. Fait que l'électroencéphalogramme, dans le fond, va nous permettre de voir c'est quoi le profil, l'anxiété provient de quel endroit. Pour garder ça simple, prenons exemple que la personne qui a le hamster vraiment un excès de fréquence très rapide. On a beaucoup trop d'énergie, ça amène du stress, de l'anxiété, de l'hyperactivité et tout ça. Notre ami fictif, on s'entend. Gardons ça de même. Alors, je t'attaquais. En plus, je suis full concentrée. Fallait bien que je m'en revanche. Je le sais. Okay. Tu fais bien. Donc, ce profil... Fait que l'électroencéphalogramme, ça va nous permettre, dans le fond, de corroborer toute cette information-là, voir qu'est-ce qui va moins bien au niveau du cerveau. Puis ça va nous permettre de faire un plan d'entraînement pour dire, OK, bien, cette personne-là, son genre de hamster, son excès de fréquence très rapide, on va vouloir le calmer. Comment qu'on va faire pour faire ça? Ça, c'est la partie qui est le fun. Ouais, c'est ça, là, quand on parle de neurofeedback, c'est cette partie-là. Là. Comment qu'on fait pour entraîner le cerveau dans ce cas-ci, exemple, pour calmer les fréquences rapides? Le principe de base est bien simple. Avez-vous des chiens à la maison? Oh my God, j'en ai pas, mais j'en veux, c'est mon rêve. J'adore les chiens. Mais j'en garde un comme 6 mois par année. Là. Bon, comment qu'on fait pour dresser un chien à donner la patte? On lui donne un petit cookie. Ouais. Fait que c'est la même chose. Ouais, en fait, quand le chien donne la patte, qu'est-ce qu'on fait? On donne une récompense. On lui donne son cookie. Fait qu'il redonne encore la patte, on lui redonne une autre récompense. Donne la patte, donne une autre récompense, puis à force de répéter, ben l'association va se faire, puis le chien va se mettre à donner la patte. Ben oui. Fait que le cerveau chez l'humain, là, il n'est pas différent, là, il fonctionne de la même manière. Fait que si je veux calmer, dans le fond, l'anxiété ou les fréquences rapides chez une personne, ce que je dois faire là, quand il vient en clinique, on l'assoit dans le fauteuil, on met le casque sur la tête avec les électrodes. Au lieu de lire toute l'activité du cerveau, là, on va juste se concentrer sur qu'est-ce qu'on va entraîner. Là. On veut calmer notre hamster. Là. Ouais. Fait qu'on va juste lire ça en temps réel avec les appareils. OK. Puis dès que le cerveau va calmer l'hamster... On lui donne une poutine. Non, mais on lui donne une récompense. OK, c'est bon. La récompense, en fait, c'est que... Ouais, parce qu'on... Après ça, on a des problèmes d'obésité. Hein? Mais la récompense en neurofeedback, ça va être souvent auditif ou visuel. Nous autres, on utilise souvent la partie visuelle, fait qu'il y a un écran devant la personne. Dès que le cerveau calme le hamster, sur l'écran, il y a une vidéo qui va se mettre à jouer. Okay. Puis dès que le cerveau réactive le hamster, ben là, on arrête de donner la récompense. Là. Fait que là, la vidéo, elle arrête. Fait que dès que le cerveau calme le hamster, la vidéo se met à jouer. Calme le hamster, la vidéo se met à jouer. Calme le hamster, la vidéo se met à jouer. C'est pareil comme le chien. Le chien donne la patte, on lui donne sa récompense. Puis on va répéter. Fait que pendant une séance en neurofeedback, une séance, ça dure une 50aine de minutes. OK. Habituellement, on va donner la récompense à peu près 2000 fois. Mais ça, c'est le cerveau lui-même qui fait que c'est pas vous qui êtes en arrière de la télé puis qui fait play. Non, c'est l'analyse des... Mais non. Ça se fait en temps réel parce que quand le cerveau fait la bonne chose, il ne faut pas attendre 10 minutes avant de donner la récompense. Là. C'est tout de suite. Fait que c'est 5 secondes. Mais est-ce que... Le système il est vraiment programmé d'avance. Une fois qu'on a fait l'analyse, là, on montre tous les protocoles, c'est les technologues là, qui font tout ce travail-là. Puis après ça, ben le système, dans le fond, il va fonctionner par lui-même. Que dès que chez cette personne-là, tel profil, telle région du cerveau, elle se calme, 5 millisecondes après, on donne la récompense. Puis cette personne-là, en même temps, de donner la récompense, elle va être capable de comme... C'est parce que des fois, mettons, tu peux être comme énervé, mais tu t'en rends pas compte. Fait que là, en donnant cette récompense-là, tu le sais quand que... Je sais pas si c'est... Ouais, ben... En fait, c'est un travail... Oui puis non, parce que c'est un travail qui est inconscient. Hein? OK. Ça se passe tellement vite que le cerveau va comprendre par lui-même, OK, c'est quand que je calme l'hamster que j'ai ma récompense. Mais consciemment, souvent, la personne ne sera pas consciente de tout ce qui se passe. Ah, c'est intéressant. C'est un peu comme les chiens de Pavlov. Avez-vous entendu parler des chiens de Pavlov? Là, c'est vraiment l'étude, dans le fond, là, en psychologie là, qui date de la fin des années 1800. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des chiens. On aime bien ça de parler des chiens. J'adore les pitous. Ça me calme, tu sais. J'ai une récompense. C'est ça, sous des rapides. Ce qu'il faisait, Pavlov, c'est qu'il donnait de la nourriture aux chiens. Ah oui. Et toutes les fois qu'il donnait de la nourriture, il sonnait une cloche. Je me souviens de ça. Fait que le chien faisait l'association cloche égale nourriture.
Puis il y avait même des réactions physiologiques que le chien se mettait à baver. Fait que c'était inconscient, hein? Fait que le chien n'était pas conscient que, OK, la cloche, ça sonne, je vais avoir de la nourriture, je vais me mettre à saliver. Ouais. Fait que le cerveau, inconsciemment, il fait par lui-même. C'est ça. Fait qu'en neurofeedback, c'est un peu la même chose, où que le cerveau va comprendre par lui-même. Habituellement, c'est assez rapide, 5-6 minutes. Le cerveau comprend que c'est en calmant l'hamster que ça récompense. Puis là, on va le voir à l'électroencéphalogramme que tranquillement, le cerveau va se mettre à calmer l'anxiété. Mais voyons donc. Ça, c'est l'inconscient qui fait ça comme... C'est fou, on est tellement intelligent. Le cerveau, c'est toute une machine. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. C'est quand même très impressionnant. Combien de fois qu'il faut qu'on le répète, justement? Ouais. C'est combien de temps? Est-ce que c'est-tu plusieurs séances ou c'est une séance? Ben, en fait, c'est de l'entraînement. Hein? Fait que c'est un peu, si je vais au gym là, puis je commence à m'entraîner, là, si je vais une fois puis je me regarde dans le miroir, là, je verrai pas de changement. Ça, c'est décevant. Ben, c'est le fun, ça marche de même. Fait que, 2 jours. Neurofeedback, c'est la même chose. Fait que, même en une séance, souvent, on peut voir des changements au niveau de l'électroencéphalogramme, mais les personnes, habituellement, vont commencer à avoir des changements après 4, 5, 6 séances. C'est là qu'ils vont arriver en clinique, ils vont dire « Hey, c'est drôle, il me semble que je suis moins stressé, j'ai bien dormi la nuit passée, il me semble que j'ai moins un hamster qui roule, je suis moins stressé. » Ça va arriver après, habituellement, 4-5 séances, ça va commencer à se manifester, puis après ça, on va continuer. Puis souvent, on va faire dans le fond, un suivi. Après une dizaine de séances, là, on va regarder, là, est-ce que le plan de match est bon, on est rendu où, comment que ça va. Et certaines personnes, au bout de 10 séances, là, les choses vont bien. Là. Mais puis il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus long. Ouais. Fait que on a tous, dans le fond, notre point de départ qui n'est pas le même d'une personne à l'autre. On progresse tous aussi à un rythme qui peut différer un petit peu d'une personne à l'autre. Mais il faut le voir comme de l'entraînement. Mais les gens ne peuvent pas le reproduire à la maison. Ils ne peuvent pas, vu qu'ils n'ont pas cette machine-là. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a des exercices peut-être qu'on peut faire pour à la maison pour, je sais pas? Bien, à la maison, c'est sûr que dans tout ce qui est hygiène de vie, là, il y a beaucoup de choses qui vont aider. Hein? C'est pas sorcier, exemple, on sait que l'exercice physique, ça va aider autant qu'au niveau, dans le fond, de la dépression majeure qu'au niveau de l'anxiété, que l'exercice physique, ça va aussi aider au niveau du sommeil et tout ça. Il y a tous des processus biologiques, dans le fond, au niveau de la sérotonine, dans le fond, de la dopamine qui vont aider à ce niveau-là. Il y a aussi un côté psychologique aussi. Hein? Des fois, des fois, les yeux, là, ça oriente dans le fond là, où on s'en va. Hein? Fait que si je pense négativement ou j'alimente des pensées négatives, ben c'est ce que je vais cultiver versus une personne qui va se mettre à penser un peu plus positivement et tout ça. Ça aussi, ça va aider. Ben oui. Il y a des techniques à la maison, exemple de cohérence cardiaque. On va apprendre à respirer, à se détendre. Je fais ça avec le tête. Moi, c'est genre l'exercice qui calme le plus, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment des belles techniques qui fonctionnent bien. Là. Ben, c'est de la pratique. Oui, c'est ça. C'est ça, la pratique. C'est de la pratique. Je suppose que plus que t'en fais, plus que... Oui, puis ça, on travaille autant chez les personnes, dans le fond, l'anxiété, dépression, que chez les athlètes. Aussi, on va travailler ce côté-là là, de cohérence cardiaque. C'est des choses qu'on peut pratiquer, qu'on peut faire à la maison, puis qui peuvent aider, dans le fond, là, à plusieurs égards. Là. Puis j'imagine que quand on traite ça, ben ça aide, comme vous dites, comme tu dis, je m'excuse. Oh, hey, j'étais bonne pour une fois, j'ai vouvoyé la personne. Mais ça aide, mettons, justement, traiter l'anxiété. Après, ça va aider, j'imagine, d'autres troubles qui sont associés, comme, tu sais, mais là, je parle, mettons, le sommeil ou quoi que ce soit, mais c'est justement aller sur une partie du cerveau, concentrer là-dessus, j'imagine que ça va aider le reste. Bien, ça dépend. Okay. Je dirais oui et non, parce que le cerveau... c'est plein de réseaux. Hein? Avant, on parlait plus de régions individuelles. Telle région est responsable de ou telle région est responsable de, oui. Mais maintenant, on regarde ça en réseau. Puis souvent, une région peut impliquer dans plusieurs fonctions. Fait qu'on a des régions qui sont autant impliquées dans le contrôle de l'anxiété, qui vont être aussi impliquées dans les troubles d'attention, qui vont être aussi impliquées justement au niveau de l'humeur, au niveau du syndrome de Gilles-Latourette, dans tous les processus d'inhibition également aussi, qui vont être impliqués. Fait que, des fois, quand des régions vont se retrouver dans différents circuits ou réseaux neuronaux, ben t'aides un, puis ça va aider les autres. Mais il y en a qui sont complètement différents, qui sont pas interreliés. Okay. Donc, on peut pas les associer. Mais moi, j'ai une question reliée à l'anxiété, justement. Les personnes qui ont comme le SGT, des troubles comme le TDAH, des troubles d'apprentissage, sont-ils plus susceptibles à avoir des troubles anxieux, justement? Oui, il y a une prévalence à ce niveau-là. En fait, ils ont toutes une chose en commun, hein? Le cerveau. Hein? Puis, oui, il y a des régions du cerveau qui sont impliquées, justement, dans toutes ces pathologies-là. Si on le voit sur la photo.
Ouais. J'imagine, si on voit plein de photos de personnes qui ont le syndrome de la Tourette, ça doit tout un peu se ressembler. Ouais, oui, bien, ça se ressemble. Ben, les profils peuvent varier, mais les régions d'intérêt, dans le fond, là, ils vont être là. Dans le fond, au niveau du cerveau, là, quand on fait la cartographie, là, on va regarder 96 régions. Puis celles d'intérêt, dans le fond, en électroencéphalographie quantitative qui vont attirer notre attention, il y en a 7. OK. Mais ces 7 régions-là vont être impliquées dans d'autres réseaux. Fait que c'est ce qu'on va regarder là, quand on fait l'électroencéphalographie. Elle t'annonce? J'étais vraiment concentrée. Puis là, il y a juste comme une... Bon. C'est que ça m'a fait penser genre à la récompense. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça, moi aussi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais est-ce que vous êtes capable de dire pourquoi il y a plus de risques pour, justement, pour nous, en fait? Là, pour nous, pour les personnes qui ont la Tourette. Ben, plus de risques. En fait, c'est que, si je reviens dans le fond au niveau du cerveau, il y a plein d'autres volets aussi, dans le fond, là, mais si je prends juste dans le fond au niveau du cerveau. Syndrome Gilles de la Tourette, là, les études, là, ça avance, mais il y a d'autres domaines que c'est beaucoup plus poussé, qu'on connaît beaucoup plus comment ça se passe au niveau du cerveau. Syndrome Gilles de la Tourette, c'est encore récent. Oui, ça, c'est encore, ça traîne de la patte. Fait qu'on connaît pas toutes. Je connais pas toutes non plus, puis ça avance quand même beaucoup à ce niveau-là. Mais au niveau du cerveau, les choses qu'on va regarder ou les régions qu'on va regarder, ça va être surtout premièrement au centre, au ganglion de la base. En fait, il y a des régions beaucoup plus profondes au centre, puis souvent, c'est des régions qu'on va retrouver qui vont être hyperactives. Fait qu'il y a comme une hyper-excitation dans le fond de ces régions-là. Est-ce que c'est par rapport, je m'excuse, mais par rapport à la dopamine qui était trop intense? Entre autres. Par exemple. Ouais. Cool. Ben, en fait, là, on rentre dans le fond dans les mécanismes au niveau des neurotransmetteurs à ce niveau-là. Je n'entrerai pas dans la partie là, biologique, là, si on peut dire. Je vais rester dans le fond sur le côté hyperactivité électrique. Fait qu'on retrouve dans le fond à la base au niveau du cerveau une hyperactivité. Fait que là, ça amène dans le fond de l'excitation. Fait que d'un côté, on a ça, mais de l'autre côté, il faut qu'on soit capable de calmer ou dans le fond d'inhiber, dans le fond, de filtrer, disons, dans le fond, toutes les tics et tout ça. Et ça, le filtrage va se passer un petit peu plus en s'en allant vers l'avant, mais toujours au centre, mais au centre avant, au niveau du cerveau. Fait que ça, c'est 2 régions d'intérêt. Puis nos régions qui vont servir à inhiber, donc un peu plus vers l'avant, sont aussi impliquées souvent dans les troubles d'attention. Fait que, du fait, c'est une même... Je ne veux pas dire une problématique, une même déviation au niveau du cerveau qui va avoir 2 implications différentes. OK. Puis l'autre région aussi qui va attirer notre attention, c'est plus sur le dessus de la tête. En fait, c'est les régions sensorimotrices. OK. Donc, tout ce qui est le contrôle des mouvements moteurs va se passer plus sur le dessus de la tête, en s'allant un petit peu plus vers le frontal, mais au centre, sur le dessus de la tête. Fait que c'est les 3 régions qui vont attirer notre attention, dans le fond, avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Oui. Puis les études, dans le fond, là-dessus, sont quand même assez intéressantes, ce qui est sorti. Il n'y en a pas des tonnes, hein? Il y a à peu près une vingtaine d'études là, qui sont sorties. C'est tous des résultats qui sont quand même assez intéressants. Le taux, quand ils vont parler de taux de succès avec le neurofeedback, en fait, ce qu'on vient faire là, comme protocole d'entraînement, c'est qu'on vient stimuler, dans le fond, les régions sensorimotrices. Donc, sur le dessus de la tête à la surface, on va augmenter des fréquences rapides. On va appeler une fréquence qu'on va appeler SMR. C'est une fréquence rapide, pas une fréquence rapide qui va amener l'anxiété ou du stress. C'est ça que j'allais dire, justement. Mais juste un petit peu plus lent. C'est des fréquences qui sont aussi impliquées au niveau de l'attention, de la concentration. Les premiers protocoles pour adresser les troubles d'attention, c'était justement ça qu'on faisait. Là, on augmentait ces fréquences rapides-là qui vont faire que je suis allumé, je suis vif, je suis capable d'être concentré. Puis c'était sur le dessus de la tête qu'on entraînait. C'est pas les mêmes que l'anxiété, comme vous dites, dans le sens où c'est pas la même fréquence? Non, parce que l'anxiété va être des fréquences plus rapides qui sont moins souhaitables. Alors que les fréquences SMR, pour la concentration, c'est un petit... Oui, c'est des fréquences rapides, mais beaucoup moins que celles associées avec l'anxiété. Ah, OK. Puis les résultats, dans le fond, de ces études-là, comme je disais, c'est de l'entraînement. Hein, ça n'arrive pas en claquant des doigts. J'imagine. Dans les études, ils faisaient 20 à 40 séances de neurofeedback où on entraînait justement ces fréquences rapides-là, le SMR sur le dessus de la tête. Et puis, on avait une réduction autant au niveau de la fréquence que de l'intensité au niveau des tics.
Puis au niveau de la fréquence, il y avait des fréquences une réduction qui allait de 40% jusqu'à 80% de réduction au niveau de la fréquence. OK. Puis au niveau de l'intensité, c'est un peu la même affaire, entre 30 et 80% de réduction au niveau de l'intensité. C'est quand même assez intéressant. Vraiment, ouais. Fait autant au niveau du cerveau, on entraîne le cerveau pour générer plus on appelle ça de l'SMR, des fréquences rapides. Fait qu'en même temps que ça s'augmentait, en parallèle, les tics diminuaient. Et puis comme c'est les mêmes fréquences qui sont responsables de la concentration, souvent aussi la personne avait une attention qui était meilleure. Ah, fait que c'est comme venu aider en même temps d'autres sphères. C'est tellement intéressant. Une pierre deux coups. Oui, c'est ça. J'espère qu'il va y avoir encore plus prochainement de recherche pour aider avec le syndrome. Mais juste ça, c'est déjà un avancement. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours place à d'autres études, mais ça va dans la bonne direction. Tu sais, puis le neurofeedback, c'est pas une pilule magique qui va tout guérir, là. Tu sais, autant pour le syndrome Gilles de la Tourette que ce soit anxiété, dépression ou les troubles d'attention, faut pas penser que ça va tout régler puis que c'est une baguette magique. Non, c'est ça. Mais c'est quand même rare qu'on voit pas des changements significatifs, là. OK. Fait que, faut le voir de même. C'est de l'entraînement, mais on a ses capacités maintenant. La technologie nous permet de le faire. C'est vraiment cool. Vas-y, excuse. Moi, j'aurais le goût de savoir la différence entre l'anxiété et le stress. Il y a une différence entre les deux, puis j'aimerais ça qu'on embarque là-dedans. En fait, je parlais des fréquences. Hein, au niveau du cerveau, on a nos fréquences lentes. Après ça, on a parlé un peu des fréquences rapides qu'on a besoin, exemple SMR, qu'on a besoin pour être concentré. C'est des bonnes fréquences, ça. On en a besoin pour être focus, pour être concentré. Puis après ça, on a nos fréquences encore plus rapides. Puis plus qu'on s'en va vers l'extrême du spectre, vers des fréquences de plus en plus rapides, souvent, plus qu'on en a de ces fréquences-là, plus que ça va amener de l'anxiété. Fait que le stress, souvent, le stress, c'est quand même nécessaire jusqu'à un certain niveau pour se mobiliser, prendre action. Ça vient du mammouth, ça, non? Me semble. On dit... En tout cas... voyons. Non, mais... Je sais pas, pourquoi elle a dit ça. Quand les premiers humains, quand il fallait qu'il y ait un certain stress pour s'échapper du mammouth. Hey, mon Dieu, j'ai expliqué ça de manière, je sais pas comment. C'est malade. En fait, c'est tout le système nerveux central. Il faut que, c'est exemple, si je suis devant une menace, c'est ça. Le système nerveux va s'activer pour se mettre en état d'urgence. Ce qu'ils disent en anglais, le fight or flight. Fait que c'est-tu ce qui apporte comment ça s'appelle? L'adrénaline? Oui, entre autres, oui. Effectivement. Et ça, justement, quand on parle d'activation de stress, c'est sûr que si je me fais courir après par un mammouth, il faut que mon système s'active. T'as comme pas le choix, là. Produire l'adrénaline, puis il faut que je cours. Si t'as pas de stress, t'es dans le mal pas mal. C'est pas mal le mammouth qui gagne, on va dire. Fait que ça, un certain stress, ça peut être bon quand il y a des événements externes qui arrivent. Il faut que le système soit capable de s'activer. Ça, c'est correct. Mais il faut aussi que le système soit capable de se calmer. Fait que quelqu'un, exemple, si je suis stressé parce que j'ai un examen demain, OK, c'est normal. Là. Oui, c'est un stress, mais l'examen va passer, je vais revenir à la normale après. Mais quand ça devient plus intense puis que ça se maintient, c'est là que ça peut devenir problématique. Puis, exemple, quand on va parler vraiment plus d'anxiété, là, quand il y a des symptômes physiques qui commencent à ressortir, on a le cœur qui bat vite, ou il y en a qui vont faire même des crises d'angoisse, ou on va se mettre à transpirer beaucoup, on se sent pas bien, ou même des symptômes psychologiques que là, on se met à avoir peur, on se fait des scénarios. Là, ça devient trop important. Puis là, c'est peut-être le temps qu'il faudrait dire, je vais peut-être commencer à consulter parce que c'est rendu un peu plus loin. Fait d'avoir un peu de stress, des fois, oui, on en a besoin, du bon stress parce que ça nous amène à passer à l'action. À passer à l'action. Mais trop ou trop intense, c'est là qu'on... bloque. On bloque. Ouais. Fait que l'effet de l'anxiété sur le corps, sur du corps. Sur le corps, ça serait ça, justement. Tu sais, comme là, on avait parlé, mettons, de, comme vous disiez, là, de mal filer ou de... Il y en a qui vont voir, justement, là, tous les symptômes qu'on a mentionnés, ça va être occasionné. Si c'est temporaire, parce qu'il y a vraiment une situation... C'est pas si pire, mais il y a des personnes qui vont vraiment avoir ces symptômes-là à la longueur de la journée. Là, rendu là... c'est rendu handicapant aussi. Là, ça devient handicapant. Ben oui. Puis pourquoi? Ça devient nuire. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis des fois, ça va affecter la qualité du sommeil. Parce que là, j'aime me coucher le soir, là, j'ai mon hamster qui rouge, je suis pas capable de m'endormir. Mon Dieu. Dormir, le cerveau, quand il est en état d'urgence, quand je suis en anxiété, c'est un peu comme le système nerveux central, il s'active comme s'il était toujours en état d'urgence. Le cerveau, il ne veut pas dormir quand il est en état d'urgence. Non, c'est ça. Fait que le sommeil est affecté. Fait que si on dort moins, là, à un moment donné, c'est une roue qui commence à tourner. Parce que si tu dors moins, essentiellement, tu es encore
plus. T'es susceptible d'être anxieux le lendemain encore plus. Oui, t'es plus fatigué, le cerveau fonctionne moins bien. Quand il y a trop d'anxiété trop longtemps, mais là, ça a plein d'autres effets aussi à long terme au niveau de la santé. À un moment donné, c'est une roue qui tourne. Hein? Fait que l'anxiété, oui, ça peut être nuisible là, à long terme. C'est sûr. Mais pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi on observe l'anxiété plus fréquente chez les jeunes en bas de 20 ans, par exemple? Tu sais, je sais pas si... Attends, c'est-tu quelque chose, ça, qui existe? Ou, ouais. C'est vraiment en bas de 20 ans. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je veux dire, pourquoi de plus en plus on voit que les jeunes sont encore plus anxieux? Tu sais, est-ce que vous... Bien, je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a plus. C'est sûr qu'on vit dans une société là, qui est de plus en plus rapide. Tu sais, puis les médias sociaux aussi, dans le fond, on est exposé à beaucoup de choses. Est-ce que ça peut avoir un effet? Puis de l'autre côté, on est aussi beaucoup plus ouvert à en parler aujourd'hui que il y a 20 ans. Par exemple, comme prenons exemple sur la dépression majeure. Oui. Aujourd'hui, on en parle, alors que il y a 25 ans... C'était tabou, j'imagine. Oui, effectivement. Ouais. Fait que, est-ce que c'est juste qu'on en parle plus ou vraiment il y en a plus à cause de l'environnement? Là, je pourrais pas vous dire. Mais quelque chose est sûr, c'est qu'en clinique, là, on en voit de plus en plus, puis des cas, bien, surtout depuis la COVID, là, c'est triste de voir que les cas sont plus lourds. Les gens sont affectés. Là. Ben oui. Puis je pense il y a aussi à votre clinique beaucoup de personnes, des personnalités connues qui viennent, je pense, qui pas promouvoir, mais qui encouragent justement le neurofeedback, dont je pense c'est Étienne Boulay. Pourquoi beaucoup de personnes en sport aussi, tu sais, je pense qu'il y a aussi une patineuse artistique. Oui, Gabriela Papadakis, qui est la championne du monde de patinage artistique. On a Luciane Boutet aussi, là, le boxeur, qui est assez connu. On a beaucoup d'athlètes. Très peu, on a le droit de les nommer. Ceux que je nomme là, c'est parce qu'on... OK, j'étais comme, oh mon Dieu, on coupe ça, on coupe. Non, ben, en fait, puis, chez les athlètes, en fait, le neurofeedback, là, c'est quand même pas mal connu. Hein? Oui, OK. Mais les athlètes n'en parlent pas bien publiquement. Pourquoi? Okay. Parce que, si exemple, je sais pas, moi, je suis un boxeur. Ben, je vais utiliser cette technologie-là pour augmenter ma concentration, augmenter, dans le fond, ma qualité de sommeil, réduire mon anxiété, mon stress, améliorer mes temps de réaction pour que le cerveau traite l'information visuelle beaucoup plus rapidement. Fait qu'on va parler de performance. Mais je veux pas nécessairement que mon adversaire le sache. Puis je veux pas qu'il le fasse non plus. Fait que c'est comme... Mais c'est vrai, hein? Et voilà. Je veux pas que tu le fasses, je vais être meilleur que toi. Fait que tu sais, l'esprit compétitif, dans le fond, fait surface. Fait que dans plusieurs sports, les athlètes viennent, puis on a même vu des cas que le manager nous appelait, puis il me faisait rentrer par la porte d'en arrière, il rentrait, il faisait sa séance, puis il s'en allait parce qu'il voulait pas être vu, il voulait pas qu'on le sache. Fait que c'est beaucoup plus utilisé que ce qui est propagé, dans le fond, dans les médias. C'est intéressant, vraiment. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec les sports, parce qu'on a travaillé avec plusieurs sports, hein? Puis des sports assez différents. Des joueurs de hockey, des joueurs de football, on a, dans le fond, tir à l'arc, judo, karaté, des sports martiaux, la boxe, plongeon, patinage artistique. Est-ce que j'en oublie? C'est pas votre frère qui fait aussi de la planche à vol, je pense, ça se peut-tu? Oui, moi, j'en ai fait pas mal. Ah, c'est vous? C'est toi? Salut! Fait que tous les sports, exemple, de concentration, puis selon le sport, on va entraîner des choses qui sont différentes. Exemple, si j'ai un joueur de hockey, j'ai un gardien de but. C'est important qu'il y ait des réflexes très rapides. Fait que le système visuel, là, quand il voit la POC qui s'en vient, il faut que rapidement puisse réagir. Fait qu'on va entraîner, dans le fond, au niveau du cerveau, c'est vraiment à l'arrière de la tête. Parce que le décodage visuel se passe en arrière. Fait qu'on va entraîner ça. Puis c'est fascinant parce qu'on va mesurer les temps de réaction au début, puis à la fin, puis on va voir les temps de réaction qui vont s'accélérer. On va devenir de plus en plus rapide à réagir. Fait que c'est fascinant. C'est cool. Quand on a des sports, exemple, qu'on a besoin de visualiser, au niveau du cerveau, on va entraîner des régions puis des fréquences qui vont nous permettre de facilement visualiser. Exemple, si je suis un patineur artistique, j'ai ma routine, il faut que je la vois bien, ou je fais du ski acrobatique, c'est important aussi de bien visualiser. Puis il y a des troncs communs pour tout le monde que dans tous les athlètes, l'anxiété, il faut que je sois capable de le gérer pour
tu sais, avoir un niveau de stress, c'est important, mais que je tombe pas, que j'en ai trop, parce que là... que ça vienne nuisible. Et voilà. OK. Puis ça doit se voir aussi dans les travails, comme, je sais pas, l'entrepreneuriat ou des métiers, là, tu sais, où tu as besoin vraiment d'être attentif, là, parce que ça peut nuire à tu sais, il y a des métiers que tu n'as pas le choix d'être attentif, là, sinon ça peut nuire à ta vie quasiment. Là. Tu mets ta vie en danger. Non, mais tu sais, je veux dire. Oui, puis n'importe quel travail, on peut augmenter, dans le fond, nos capacités cognitives. Hein? Tu sais, je finis ma journée, là, puis que cognitivement, je suis encore allumé, je suis encore là, mon cerveau, il a une bonne capacité. Versus, j'arrive à la fin de la journée, puis je suis brûlé raide, puis que je suis plus fonctionnel. Oui. Ou je suis moins productif. Fait que peu importe le métier, ben, en fait, peu importe ce qu'on fait, on est capable d'entraîner le cerveau. Fait que dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire. Il faut être persévérant, dans le fond. Tu sais, je veux dire, puis j'imagine que quand on prend la décision d'aller faire ce traitement-là, il faut se dire que comme je vais travailler là-dessus, tu sais, puis pas penser que c'est une pensée magique non plus, tu sais. Et voilà. J'imagine, tu sais. Ben, c'est... Moi, je dis qu'il faut être patient. Parce que, tu sais, c'est pas en 2 séances de neurofeedback que je vais sortir de là puis je vais être Einstein, là. Je suppose. Mais d'ailleurs, non, mais d'ailleurs, c'est quand même assez fascinant. Il y a quelques études qui sont sorties, justement, qui ont mesuré le quotient intellectuel. OK. Les personnes avant le neurofeedback, puis après ça, ils faisaient, selon les études, c'est souvent 30 à 40 séances, puis on mesurait le quotient intellectuel après. Okay. Effectivement, le quotient intellectuel a augmenté entre 5 à 12 points, dépendamment là, des entraînements qui étaient faits. Wow! Fait que, devenir intelligent en plus. Fait que souvent, on a même pensé que le quotient intellectuel, on ne pouvait pas vraiment le travailler, mais les études ont démontré le contraire avec le neurofeedback. Fait que c'est de l'entraînement. Puis il faut être patient parce que c'est comme aller au gym. Ben oui, c'est ça. Tu n'auras pas de... Ouais, c'est ça. Tu peux pas avoir du résultat tout de suite. Mais comment, justement, ça, c'est un des effets qu'il peut avoir avec le neurofeedback, mais c'est quoi les effets à long terme et à court terme une fois que tu as fait tes séances, comme tu dis, de 30 à 40 séances, par exemple? Ben, souvent, c'est les gens, on va commencer à avoir des améliorations après 4-5 séances. OK, déjà. Puis dépendamment de ce qu'on entraîne. Fait que souvent, maintenant, là, avec les systèmes, c'est quand même assez performant. Là. Ça va être à peu près une dizaine de séances qu'on va faire par circuit au niveau du cerveau. Fait que, c'est exemple, je prends un circuit de l'anxiété ou un circuit de sommeil ou un circuit sur l'attention soutenue ou sur les fonctions exécutives ou un circuit sur la mémoire, peu importe. Ça va être souvent une dizaine de séances. Puis on va commencer à avoir les améliorations après 4-5. Puis après ça, on peut le pousser plus loin si on veut. Là. Fait que les études, dans le fond, ben oui, on va se rendre à 30-40. Ça, c'est souvent des systèmes traditionnels qui, maintenant, les systèmes sont plus évolués. Fait que souvent, on va voir les bénéfices plus rapidement là, qu'auparavant. Là. OK. Très intéressant. C'est vraiment, là. Puis, est-ce que, je veux dire, avec l'anxiété, là, mettons, moi, je sais pas pourquoi, je reviens toujours à l'anxiété, là. Mais, y a-tu des cas, par exemple, que c'était tellement trop intense que vous dites, comme, on peut rien faire? Non, ben en fait, j'ai pas souvenir. Ça se peut que non, puis je suis très heureuse de savoir que non, mais je veux dire... Non, on a quand même des cas quand même, là, des cas sévères là, dans les cliniques. C'est sûr que... en fait, le principe de base, que la personne soit légèrement anxieuse ou très anxieuse, le principe reste le même. Puis la personne, dans le fond, va commencer à avoir des améliorations à peu près au même rythme aussi. Ah oui, là. Quand même. Même si ton niveau d'anxiété est tellement élevé, après quand même 5 séances, comme la personne, mettons, à côté, qui a un peu moins d'anxiété dès le départ, ben ça va évoluer quand même pareil. J'allais dire pareil. Mais... C'est de persister puis de continuer, dans le fond, qui fait tout le changement. Puis aussi, plus qu'on arrive dans des cas plus lourds, mais c'est sûr que là, on va s'assurer aussi qu'il y a d'autres ressources souvent aussi qui se joignent. Là. Il n'y a pas juste le neurofeedback dans la vie. Là. Les professionnels, dans le fond, là, de la santé, c'est de consulter en psychothérapie ou autre. On va encourager aussi, dans le fond, d'autres approches. Puis il n'y a pas de contre-indication à faire du neurofeedback et d'autres approches aussi. Là. OK. Ah, c'est intéressant de savoir ça. C'est une approche qui va toucher le côté neurologique, mais le côté psychologique est important aussi, dépendamment, dans le fond, là, de... Est-ce que tu as vécu sûrement plus jeune? Je sais pas. Oui, bien, en fait, tu sais, cet exemple, si j'ai une enfance qui était plus difficile, souvent, on va parler, exemple, de choc post-traumatique.
Si je veux un stress qui est trop intense ou qui est sur une trop longue période de temps, ben comme on revient un peu avec le mammouth, là, si je me fais courir une fois par le mammouth, le cerveau va se mettre en état d'urgence, mais après ça, je vais revenir. Ouais. Mais si je me fais courir par un mammouth pendant des journées ou des semaines, puis, Par une jambe. à un moment donné, quand c'est trop intense, ben là, souvent, on va rentrer dans des cas de stress post-traumatique, que le cerveau s'active, mais après un certain temps, notre bouton d'urgence revient pas au repos. Ah oui, c'est ça. Il reste trop tout le temps. Il reste allumé. C'est beaucoup les amygdales au niveau du cerveau qui est notre bouton d'urgence. Ouais. Fait que oui, justement, si on a des événements marquants, traumatisants, ça a un effet sur le cerveau. On est capable de l'entraîner. On est capable de calmer notre bouton de panique, mais souvent aussi d'autres professionnels aussi là, vont être impliqués pour le côté psychologique ou autre. Là. OK, c'est intéressant. Je pense que vous faites aussi des conférences. Ouais. Est-ce que c'est quoi? Vous les faites, c'est pour qui? Comment, quand vous les faites? Ben en fait, j'en fais sur... dans le fond, c'est assez varié. Hein? OK. Maintenant, avec la COVID, maintenant, j'en fais sur le web. Puis souvent, dans le fond, c'est des groupes qui vont m'inviter justement pour parler d'un sujet particulier. OK, des groupes comme... Il y en a qui c'est des associations, il y en a que ça va être des équipes de sport, des entreprises. Puis là, dans le fond, ben, les sujets, souvent, ben, c'est un peu les sujets qu'on a parlé là. Oui. Ben, que ça soit de l'anxiété, que ça soit des troubles du sommeil, que ça soit, dans le fond, dernièrement, j'en avais fait une sur la douleur chronique également aussi, qui est encore au niveau du cerveau, dans le fond, là, des études intéressantes là-dessus. Et là, on parle du syndrome de Gilles de la Tourette aujourd'hui. Fait que je vais aborder, dans le fond, le côté cerveau. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Selon, dans le fond, le sujet qu'on veut cibler. Donc, des fois, en entreprise, ben, comment que je fais pour augmenter mes performances au travail? Bon, ben souvent, dans ces conférences-là, il y a un côté neurologique que j'aime bien ça adresser. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est tout le temps le fun, c'est d'avoir des trucs à la maison aussi. Oui, c'est ça. Et ça aussi, c'est parce que c'est pas tout le monde qui veut faire du neurofeedback, mais c'est tout le monde qui aime ça, avoir des trucs sur comment que je fais pour améliorer mes performances cognitives ou tout ce volet-là. Puis il y a plein d'autres technologies aussi qui existent qu'on peut faire à la maison quand on parlait de la cohérence cardiaque. Ben avant, là, il y a une dizaine d'années, là, quand j'ai commencé, ben c'est des équipements, ça coûtait 10 000 $. Ouais. Puis que là, on se branchait, dans le fond, là, la cohérence, dans le fond, le rythme cardiaque, l'amplitude respiratoire, puis on mesurait ça en clinique. OK. Mais maintenant, on a tout ça sur nos téléphones. Ben oui, là. c'est ça. Il y a Fait des que, applications là, tu regardes une petite bulle monter 5 secondes, puis redescendre 5 secondes. Et voilà. Fait que maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire à la maison. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que soit on va donner des trucs un petit peu... En avez-vous un peu, peut-être, par rapport à l'anxiété? Genre pour les gens à la maison, tu sais. Ben, à la maison, je dirais... Oui, à la maison. Ouais. Ben, tu sais, pour l'anxiété, ben, la cohérence cardiaque, on en a parlé. Ça, l'objectif de la cohérence, si je permets de rentrer un peu dans le détail là-dedans, c'est que c'est de l'entraînement. En fait, c'est que le principe de base, c'est quand on inspire, ça s'active dans le fond le système nerveux central, le système sympathique qui va faire augmenter le rythme cardiaque. Et quand que j'expire, ça active le système parasympathique qui va faire descendre le rythme cardiaque. Fait que quand j'inspire, mon rythme cardiaque, à force de m'entraîner, il va se mettre à augmenter. Puis quand que je vais expirer, mon rythme cardiaque va se mettre à descendre. Et là, ça va faire une belle courbe sinusoïdale, dans le fond, là, qui va monter, puis qui va descendre, qui va monter, qui va descendre. Fait que mon rythme cardiaque va se mettre à osciller, à augmenter, à descendre. Puis plus que je suis capable d'aller chercher d'amplitude, c'est-à-dire que je vais être capable de faire augmenter beaucoup mon rythme cardiaque à l'inspiration, puis baisser beaucoup à l'expiration, plus que ça va être efficace pour réduire l'anxiété. OK. Et ça, c'est de la pratique. Ah oui, comme tout. Et souvent, la cohérence, quand on travaille avec des athlètes, ils viennent en clinique, on les branche, on regarde, parfait, ils vont être capables de le faire, c'est le fun. Mais c'est pas là qu'ils en ont besoin. Si j'ai un joueur de hockey là, qui a besoin de se calmer, là, en fait, parce que, si je suis capable de faire de la cohérence, ça va me calmer, puis ça va un petit peu... je vais tomber plus relax, je vais économiser de l'énergie. C'est un peu, puis je reviens avec un joueur de hockey, si la game commence, puis j'ai la pédale à gaz dans le fond, puis que même entre les périodes, je suis stressé, puis que je roule, bien là, je brûle bien du gaz pendant 3 périodes. La cohérence cardiaque va nous permettre de se calmer le système nerveux central. C'est important d'être capable de le pratiquer entre les périodes. C'est là que je vois, je pèse sur le break, je tombe au neutre, je vais brûler moins d'énergie. Tu peux pas aller te brancher là, entre les périodes puis revenir. Non, c'est ça. Quand on se pratique, on n'a plus besoin de l'appareil, on n'a plus besoin du téléphone parce qu'on sait comment le faire, puis on le maîtrise bien. Puis même les bons athlètes, exemple, même les joueurs de hockey, sont capables de le faire sur le banc entre 2 chiffres.
OK. Fait que plus qu'on le fait, plus qu'on le pratique, bien, plus qu'à ce moment-là, bien, ça vient pratique dans notre vie courante quand on en a besoin. Fait que ça, c'est des petits trucs. La cohérence cardiaque, il faut le faire, il faut le pratiquer, pas juste chez nous dans un environnement calme, mais dans le fond, les athlètes, des fois, on met des alarmes sur les téléphones. À toutes les heures, quand ça sonne, tu le fais. Peu importe, tu es dans l'ascenseur, tu es dans l'auto, peu importe, il faut que tu le fasses dans des environnements différents qui vont faire en sorte qu'après ça, ben, quand tu en as besoin, tu es capable de le faire. Puis ceux qui ne savent pas c'est quoi à la maison de la cohérence cardiaque, est-ce qu'on peut avoir un mini tuto? On fait ça. On fait ça. Ben, souvent, dans le fond, la cohérence, dans le fond, c'est un rythme. Hein? C'est un rythme d'inspiration et d'expiration. Ouais. Vous voulez qu'on le fasse? Ah ouais, let's go, on le fait. Faites-le à la maison. Faut-tu fermer les yeux? Ben, souvent, ça va aider. OK. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut inspirer souvent sur une période d'à peu près 5 secondes. Et ensuite, on va expirer sur une période souvent qui va être un petit peu plus longue, qui va être entre 5 à 7 secondes. OK. On va regarder, dans le fond, dans les applications, souvent, à l'expiration, c'est là que la détente va se passer. Fait qu'on veut mettre de l'emphase sur l'expiration. Parce que quand tu parlais que le système nerveux il se calme puis que notre rythme cardiaque il baisse, c'est à l'expiration que ça va se passer. Fait qu'on va inspirer. Et quand on va inspirer, on va vraiment y aller d'une respiration abdominale. Mais avec la bouche puis le nez, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. OK, c'est bon. Ben, il y en a qui vont préférer un l'autre. Donc, quand on va inspirer, c'est vraiment le ventre qu'on va vouloir gonfler. Sur une période de 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, on va expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je le sens déjà. Et puis, des trucs, c'est que l'expiration, en étant un petit peu plus longue, ça va nous permettre d'aller mettre l'emphase sur, dans le fond, sur la détente. Et quand on expire, souvent, un truc, c'est qu'on va faire un exercice de détente. On va partir des yeux. On veut détendre les yeux, souvent sur le 7 secondes. J'expire, je détends les yeux, le front, la mâchoire, le cou, les épaules, mes bras et mes doigts deviennent chauds. Je pense du front. Donc, j'inspire et j'expire, je relâche mes yeux, le front, la mâchoire, le cou, les épaules, les bras, mes mains deviennent chaudes. Et on va se concentrer sur ça, fait que ça va amener toute l'état de détente et puis ça va nous permettre de relâcher les trapèzes, donc au niveau des épaules. Quand on est anxieux, stressé, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on crispe. Donc, on va se concentrer sur la détente. Et également, à la fin d'expiration, on va se concentrer sur nos mains pour que nos mains deviennent chaudes. Notre physiologie, dans le fond, au niveau des mains, dans le fond, même quand on fait de la cohérence cardiaque sur d'autres appareils, on va mettre des capteurs sur les doigts. Ça se voit pour vrai. Sur la chaleur. Puis on va apprendre si je réussis à réchauffer mes doigts, je vais calmer mon anxiété. C'est l'affaire plus fascinante, je pense, que genre. La physiologie est associée, dans le fond, avec l'état. À l'inverse, si je viens stressé ou si je suis stressé, je viens les mains froides. Et si j'apprends à réchauffer mes mains consciemment, ben ça va calmer mon système nerveux central. Ben voyons donc. C'est vraiment intéressant. Et pour vrai, j'en reviens pas. C'est un épisode très impressionnant. Donc on peut juste se mettre les mains dans de l'eau chaude. Non, mais en fait, il faut que consciemment, en fait, quand on parle de biofeedback, là, ça en est du biofeedback où on veut apprendre à contrôler notre physiologie. Et en contrôlant notre physiologie, ça a un effet sur notre état d'âme ou sur notre état d'esprit. Fait que ça, c'est des petits exemples, dans le fond, au niveau de la cohérence cardiaque, que les gens... juste aller sur YouTube, faire cohérence cardiaque. Et puis, autant il va y avoir des tutoriels sur comment bien le faire. Mais de toute façon, c'est juste, comme je l'ai dit, de la pratique, puis des petits trucs comme ça. Ils vont faire en sorte que, en dedans de quelques respirations, on va ressentir le bienfait. Fait que si, à un moment donné, je suis dans une situation que je suis au travail, je suis en train de me chicaner ou j'ai du stress qui augmente, bien, consciemment, expire. Quand on dit respire par le nez, c'est vrai, là, c'est pas juste comme respire, c'est vraiment respire. Fait que ça, c'est un petit truc pour l'anxiété. Une chose qui est quand même assez fascinante, qui fonctionne bien aussi, c'est que maintenant, il y a des fréquences auditives. OK. On appelle ça, dans le fond, des bruits roses, en fait, des white noise ou des pink noise, des bruits blancs ou des bruits roses.
Et c'est des fréquences que quand on les écoute, notre cerveau va se synchroniser avec ces fréquences-là. Ça, c'est inconsciemment, j'imagine. Inconsciemment. OK. Il y en a plusieurs en fond, qu'on va trouver sur YouTube. Il y en a plusieurs qui ne fonctionnent pas, que c'est des bruits de pluie, c'est ça, mais il y en a qui fonctionnent vraiment. Ah ouais. Ça, c'est vraiment fascinant. Puis on a fait des tests avec l'électroencéphalographie où que la personne est assise, on prend dans le fond l'activité du cerveau, on part la musique, puis on va voir nos fréquences, dans le fond, au niveau du cerveau, vont se mettre à s'altérer, que notre hamster va se mettre à se calmer, puis nos fréquences qui vont nous permettre là, de se sentir bien, de se sentir calme, vont augmenter. Parce qu'on vient favoriser certaines fréquences au niveau du cerveau, puis ça va affecter, il en faut pour diminuer l'anxiété. Mais c'est quoi ça? Je veux savoir, la musique, c'est quoi ces sons-là? Comment on fait pour savoir? Ça doit être différent à chacun. La pluie peut peut-être marcher avec quelqu'un, mais pas avec d'autres, je sais pas. En fait, c'est que les bruits de pluie ou les bruits de vagues, des choses comme ça, souvent, ça va amener notre esprit ailleurs. OK. Mais les bruits, dans le fond, les bruits blancs ou les bruits roses, en fait, c'est pas ce qui est le plus agréable à entendre parce qu'un genre de bruit qui est un peu comme du guérichage. Là. Ça ressemble à comme un poste de télé qui marche pas. Ouais, et voilà. Dans les années 90. Ouais, dans le fond, j'étais comme... Parce qu'il y a juste la moitié des gens qui vont comprendre. Non, pas la moitié, mon Dieu. Puis le cerveau va se synchroniser, puis va se mettre dans le fond, puis il y en a différents. Tu sais, il y en a, exemple, qui est pour dormir. Ça va favoriser nos fréquences lentes qui vont nous permettre de s'endormir. Il y en a, dans le fond, qui vont être des fréquences un petit peu plus rapides, mais qui vont nous permettre de se calmer pour baisser l'anxiété. Puis il y en a d'autres que ça va synchroniser des fréquences un peu plus rapides pour être concentré, augmenter l'attention. Et ça, souvent, en fait, là, ça fonctionne bien. Fait que c'est le fun. Oui. Puis à la maison, on peut les acheter, dans le fond. Là, il y a différentes compagnies, dans le fond, qui les vendent. C'est j'allais dire. À l'interne, ceux qu'on a testés aussi, on les distribue également. On peut juste comme taper ça peut-être sur... Ça se peut-tu sur YouTube, mettons, puis là, t'as les sons pour t'endormir, ça... Est-ce que ça se peut ou genre... Y a-tu un nom, mettons? En fait, ceux qui fonctionnent bien, ceux qui ont été développés par Swingle. OK. Donc, si on tape Swingle, dans le fond, White Noise, ça fonctionne bien. On les a testés, puis ça fonctionne super bien. C'est fascinant. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. On fait jouer ça en background. Le cerveau synchronise. Fait qu'on peut faire de la cuisine, on peut faire peu importe des devoirs, puis notre cerveau va, dépendamment de ce qu'on veut, soit augmenter le niveau d'attention, de concentration, ou baisser l'anxiété, ou le soir, si on veut, des problèmes au niveau de l'endormissement. On met ça sur le téléphone à côté de la table de chevet, puis ça va favoriser les fréquences lentes qui vont nous permettre de s'endormir. Fait que ça aussi, c'est un petit truc. On n'a pas besoin d'équipement à 10 000 $. On achète les fréquences, on les utilise. Pas besoin du casque des Simpsons. Non, mais c'est super fascinant. Puis tout ce que tu viens de dire, on va mettre ça, c'est sûr, dans la description, tu sais, les liens aussi vers l'entreprise, je veux dire, vers la clinique et la méthode. Puis j'espère vraiment que ça a aidé beaucoup de personnes à la maison. Puis juste comment dire? Ce qu'on vient de faire, les exercices. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Tous les exercices aussi, j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. En tout cas, moi, personnellement, ça va m'aider, c'est sûr. Vraiment. Puis c'est vraiment fascinant comprendre tout ça par rapport à la méthode. Puis j'espère qu'on va pouvoir te recevoir une autre fois. Parler de d'autres... Peut-être d'autres sphères, là, peut-être. Là. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Oui, puis si les gens ont des questions aussi, à la clinique, là, on offre des consultations téléphoniques qui sont gratuites. Ah, génial. Fait que la personne a des questions. Est-ce que ça peut être bon pour moi? Oui, non, j'ai entendu parler d'eux. Bien, que les personnes n'hésitent pas, qu'ils appellent, c'est gratuit, puis on peut répondre à souvent beaucoup de questions de ce côté-là. Fait que, c'est génial. Hein? Vraiment. Génial. Écoute, j'invite tout le monde à aller voir le site Internet, puis merci beaucoup d'avoir été là pour le podcast de J'ai un petit quelque chose. On se revoit bientôt, j'espère, puis à la maison également pour une autre émission de J'ai un petit quelque chose.